Bon, je me doute que vous avez autre chose à foutre un 31 octobre que de regarder une vidéo de Echo de Nyx là, mais faut que je commence à devenir un vrai youtubeur moi, et les vrais youtubeurs ils font une vidéo spéciale pour Halloween. Je suis pratiquement sûr que Feldup a sorti une super vidéo d'1h30 et que vous avez tous envie de la regarder, et je vous comprends, moi aussi. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va parler d'une de mes passions, le cinéma d'horreur. Je suis pas trop cinéma de base, mais il y a quelque chose dans l'esthétique de l'horreur qui est assez fascinant. Ce sentiment profondément humain de vouloir volontairement se faire peur tout en sachant pertinemment qu'on ne risque rien. Même s'il y a toujours ce petit sentiment d'insécurité quand tu descends pisser à 3h du mat là. On va pas se mentir, l'horreur c'est peut-être le genre le plus décrié du cinéma, alors que c'est aussi l'un des plus vieux. Selon moi, ça tient à plusieurs facteurs. Déjà, à l'instar de la comédie, c'est un genre qui découle d'une intention d'insuffler une émotion, ici la peur ou l'inconfort. Et les émotions, on les gère pas tous pareil, donc si le film échoue à te faire ressentir l'émotion attendue et qu'il a rien d'autre à proposer derrière, c'est le flop assuré. Et à côté de ça, c'est un genre extrêmement codifié, et comme tous les codes, plus on les connaît, moins ils ont d'impact sur nous. C'est pour ça que dans les années 70, l'exorcisme ça causait des évanouissements de masse dans le cinéma, mais en 2025, ça a mal vieilli quoi. Aujourd'hui on est beaucoup plus sensibilisé au code de l'horreur, et donc on se laissera moins facilement surprendre. C'est pour ça que, selon moi toujours, les meilleurs films d'horreur de ces dernières années sont ceux qui ont réussi à réinventer ces codes, à jouer avec les attentes du spectateur. Et ceux qui m'ont le plus marqué, c'est les films qui essaient davantage de te mettre mal à l'aise que ceux qui essaient de te faire sursauter. Même si attention, les jumpscares c'est ni bien ni mal, c'est encore une fois un code qui ne demande qu'à être réinventé et qui peut participer à une ambiance pesante. Bref, tout ça pour dire que je suis moins fan des films avec des créatures surnaturelles que des films où l'horreur se cache dans ce qui pourrait être réel. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une de mes sagas préférées qui cristallise parfaitement ce sentiment, la saga Saw. Alors avant toute chose, le but n'est pas de faire une rétrospective exhaustive de la saga, du moins pas aujourd'hui. Mon objectif, c'est de tenter de réhabiliter une franchise qui a souffert d'une mauvaise réputation. On va rester objectif et peser ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Mais pour ça, pas besoin de raconter toute l'histoire, donc même si vous ne connaissez pas du tout Saw, je vais faire de mon mieux pour rendre l'analyse accessible en spoilant le moins possible. Il y a un point que je ne peux pas ne pas évoquer qui concerne l'identité du personnage principal qui est dévoilé à la fin du premier volet. Donc si vous voulez vraiment rien vous spoil, allez regarder Saw 1 d'abord. Si vous vous en foutez ou que vous connaissez déjà ce point, on est parti. Saw est une saga de thriller horrifique créée par James Wan et Leigh Whannell. De nos jours, les deux amis ont acquis une certaine notoriété dans la sphère du cinéma d'horreur. C'est à Wan qu'on doit notamment l'univers cinématographique de Conjuring, ainsi que la saga Insidious sur laquelle Whannell est également scénariste. Ce dernier a également réalisé quelques films plus niches de son côté, notamment un remake de L'Homme Invisible avec une combinaison optique traitant du sujet des abus conjugaux et que je trouve vraiment pertinent et donc que je vous recommande chaudement. Mais au début des années 2000, alors fraîchement sortis de leur petite école de cinéma australienne, personne ne les connaît. C'est la Hesse, leurs finances sont maigres, mais leur ambition est grande. Inspirés par le récent succès du projet Blair Witch, ils se disent qu'eux aussi ont les capacités de réaliser un film impactant à petit budget. Pour éviter au mieux les dépenses, ils imaginent un film en huis clos, avec une salle unique et seulement 2 protagonistes. Se réveillant enchaînés dans cette salle, les personnages reconstitueraient petit à petit leurs souvenirs pour déterminer ce qu'ils font ici et qui aurait pu les enlever. Le dernier élément de leur concept viendra à l'esprit de Leigh Whannell alors que celui-ci craignait d'avoir développé une tumeur après de nombreuses visites chez le neurologue. Il proposa donc que le ravisseur soit un homme se sachant aux portes de la mort et voulant mettre ses victimes dans la même situation que lui. Malgré leur script prometteur, ils sont vite rattrapés par la réalité. Même en épurant leur concept, leur budget est insuffisant et aucun producteur australien ne semble intéressé par le projet. L'un d'eux, Ken Greenblatt, leur suggère de se rendre à Los Angeles pour démarcher des producteurs américains. Devant les frais qu'engendrerait un tel voyage, ils hésitent un moment avant de s'y résoudre, mais décident de mettre toutes les chances de leur côté. Ils tournent donc un court-métrage reprenant une des scènes de leur script avec James derrière la caméra et Lee devant. Et c'est en 2003 qu'un producteur américain du nom de Greg Hoffman va mettre la main sur le projet et proposer dans la foulée aux deux comparses de produire le film avec une garantie créative. À eux trois, ils vont fonder la société Twisted Pictures, et voilà, l'aventure Saw peut commencer. Avec un budget d'environ 1 million de dollars, ce qui est risible comparé au canon hollywoodien, James et Lee peuvent tout de même se permettre d'élargir le film en y incorporant des personnages et des décors supplémentaires. Quelques acteurs assez connus vont participer au projet, comme Danny Glover et Cary Elwes, ce qui va renforcer la crédibilité du film. Et ça y est, on va enfin parler un peu en détail du scénario du premier volet et du concept de la saga en général. Deux hommes, le docteur Lawrence Gordon, interprété par Cary Elwes, et Adam, un photographe interprété par Leigh Whannell, se retrouvent piégés dans une salle de bain sans souvenir de comment ils sont arrivés ici. Au milieu de la pièce, un cadavre tient dans une de ses mains une arme et dans l'autre un lecteur audio. En assemblant des cassettes trouvées dans leur poche et le lecteur qu'ils parviennent tant bien que mal à récupérer, ils nous donnent le plaisir d'entendre pour la première fois la voix de Jigsaw, le tueur de la saga. Rise and shine, Adam. You're probably wondering where you are. I'll tell you where you might be. You might be in the room that you die in.
Celui-ci leur donne à chacun un objectif. Lawrence doit réussir à tuer Adam en moins de 8 heures et Adam, à contrario, doit trouver le moyen de s'enfuir avant que Lawrence ne le tue. Simple, impactant, le pitch de départ attise tout de suite une ambiance de mystère et de suspense. Mais c'est pas tout ce que le film a à offrir, car rappelez-vous, on a $1 million maintenant. Pendant que les deux hommes discutent pour essayer de trouver une solution, on a droit à des flashbacks qui vont nous aider à comprendre comment ils sont arrivés là. Lawrence nous raconte que Jigsaw est un tueur qui a commencé à sévir dans la région et qui kidnappe des victimes qui prendraient leur vie à la légère, comme par exemple des addicts à la drogue, des fraudeurs, des infidèles, etc. Il les enferme ensuite dans des pièges et leur donne un choix. Soit montrer leur volonté de vivre, souvent en ayant à affronter une douleur atroce, soit laisser le piège les tuer. Ainsi, il estime que les victimes sont responsables de leur mort en cas d'échec, rejetant la responsabilité d'être un tueur. Actually, technically speaking, he's not really a murderer. Les survivants sont promis à une soi-disant seconde chance de reprendre leur vie en main, tandis que les perdants se voient retirer un morceau de peau en forme de pièce de puzzle, symbolisant cette volonté de vivre perdue. Et tout au long du film, on va découvrir plusieurs de ces victimes, certaines ayant réussi à s'en sortir et d'autres non. Et c'est là qu'on va s'intéresser à pourquoi j'ai qualifié Saw de thriller horrifique et pas de film d'horreur. Il y a tout au long de la série une intrigue policière qui prend énormément de place. On suit autant les forces de l'ordre se rendant sur des scènes de crimes de Jigsaw que les deux protagonistes enfermés. Et il y a finalement peu de réelle violence graphique. La plupart des scènes sanglantes sont atténuées par un effet de montage qui deviendra une des signatures de Saw, un enchaînement de plans très rapides et flous, métaphore de la détresse des victimes et de l'urgence de la situation. Cet effet est à la fois iconique et très pratique pour donner une sensation de rythme et d'angoisse, et tout ça sans avoir à recourir à des artifices coûteux. C'est un des aspects que j'apprécie le plus avec ce film et la saga en général. Ce coup d'éclat d'avoir réussi à faire beaucoup avec peu. Cette sensation de projet artisanal réalisé par une petite équipe mais avec beaucoup d'inventivité et de savoir-faire, à l'instar de leur principale inspiration, le projet Blair Witch. Bon, néanmoins, ce côté fait main a des bons comme des mauvais côtés. Par exemple, la saga Saw a mis un point d'honneur à n'utiliser que des effets pratiques tant que c'était possible, avec des prothèses, des angles de caméra particuliers et beaucoup de faux sang. Quand on regarde les excellents making-of, on voit que les pièges sont faits pour être le plus crédible possible. D'après les créateurs, ils pourraient même théoriquement marcher en vrai. Libre à vous de juger si c'est creepy ou pas. Mais à côté de ça, bordel cet appartement. Waouh, j'y crois tellement à... Ces poursuites de voitures sur fond noir avec une shaky cam. Même dans Austin Powers, c'était mieux foutu. Ouais, les décors secondaires sont globalement assez dépouillés. Mais bon, il a bien fallu mettre l'argent quelque part et ils l'ont mis dans le plus important, la partie en huis clos. Et c'est en seulement 18 jours que toutes les scènes ont été tournées et que Saw est projeté en session test courant 2004. Ces sessions sont tellement concluantes que le film, destiné seulement à une sortie directe ou DVD, obtiendra finalement des projections en salle à partir d'octobre 2004. Et même si les critiques presse sont tiédasses, le succès commercial, lui, est colossal. Plus de 103 millions de dollars de recettes à l'international, l'un des succès les plus rentables du cinéma d'horreur. Et comme toute œuvre lucrative, l'industrie cherchera à l'exploiter le plus possible. Inexorablement, James Wan et Leigh Whannell vont se faire harceler pour produire une suite. Mais voulant s'adonner à d'autres projets comme Dead Silence, ils étaient moyen chauds. Greg Hoffman va cependant les convaincre qu'il serait bien de développer le lore autour de Jigsaw. Et ainsi va voir le jour Saw 2, un autre très bon volet dans la veine du premier où le tueur va avoir une présence beaucoup plus tangible. C'est du coup maintenant qu'on va parler de ce personnage et qu'intervient donc le spoil annoncé en début de vidéo. Donc dernière chance pour ceux qui le souhaitent de l'éviter. C'est bon ? Bien. Le véritable nom de Jigsaw est John Kramer, interprété par le génial Tobin Bell et sa voix d'outre-tombe. There will be blood. John est un ingénieur à la retraite atteint d'une tumeur cérébrale et ancien patient du Dr Gordon. Apprenant l'inéluctabilité de sa fin, il essaie d'en finir en se jetant en voiture dans un ravin, accident dont il se sortira miraculeusement. Y voyant un signe du destin, il décide donc de tester d'autres personnes pour observer leur volonté de vivre. J'adore Jigsaw et l'interprétation qu'en fait Tobin Bell. Son calme angoissant contraste avec les horreurs qu'il commet comme s'il savait que rien ne pouvait entraver ses plans. Il rentre dans un type d'antagoniste que j'affectionne particulièrement, les fanatiques. Ces méchants qui ont une foi inéluctable en une croyance qu'ils jugent nécessaire et qui iront au bout de leurs convictions quoi qu'il arrive. Ce qui les rend terrifiants, c'est qu'ils sont impossibles à raisonner et qu'il faudra trouver une manière radicale de les stopper. Cet archétype est visiblement très apprécié du public vu la popularité qu'a eu Thanos à la sortie d'Avengers Infinity War. On a le même schéma, un traumatisme qui va pousser le personnage à prendre une mesure extrême pour ceux qu'il croit être le bien commun. Et surtout cette légère empathie qu'on ressent car on comprend la doctrine du fanatique même si elle n'est en aucun cas tolérable. C'est une ambiguïté savamment dosée à propos de John Kramer. Lui affirme ne pas être un tueur, mais la plupart des personnages et les producteurs du film eux-mêmes sont conscients et insistent sur le fait que c'est du bullshit. I've never murdered anyone in my life. The decisions are up to them. Yeah, well, putting a gun to someone's head and forcing them to pull the trigger is still a murder. Malheureusement, il suffit que certaines personnes n'aient pas ce recul et adhèrent à sa vision pour que son influence devienne inarrêtable comme un gourou de secte. Et c'est cette influence que le personnage a sur son univers qui va jalonner les suites de la saga. Plus on avance, plus certains personnages vont être liés plus ou moins involontairement à Jigsaw, que ce soit des victimes, des policiers ou des personnes de son passé. Et tout ça va converger dans un scénario effroyablement tortueux où des dizaines de personnages vont évoluer, se rencontrer, à travers une mise en scène faisant la part belle aux flashbacks et autres sauts temporels. Un peu comme ces séries qu'on appelle les soap opéras. Ces séries interminables avec une flopée de personnages dont on doit se forcer à suivre tout le parcours, des intrigues entremêlées et des révélations à tout va. Et finalement, c'est comme ça qu'il faut voir Saw. Il faut le voir comme une série, comme si chaque film était un très long épisode ou une petite saison.
J'en veux pour preuve le schéma de diffusion de la saga. Un film par an, à chaque fois aux alentours d'Halloween entre 2004 et 2010, qui se termine à chaque fois sur un gros cliffhanger. Après une première trilogie très bien reçue, Wan et Whannell se distancent du projet et laissent les rênes à d'autres membres de l'équipe, donnant lieu à 4 suites beaucoup plus décriées. La réputation que se tape souvent Saw, c'est celle d'être un prétexte à mettre des scènes inutilement gore à tout va. Or, comme je l'ai dit, autour de ces scènes graphiques, il y a une véritable intrigue, une vraie ambiance de mystère et moult révélations. Les mêmes mécaniques qui ont assuré le succès de séries comme Lost par exemple. Mais comme tout média qui s'étire, le risque est que l'œuvre se perde en chemin. Et après la fin du 3e volet, c'est globalement ce qui va se passer. Une intrigue de plus en plus compliquée à suivre, avec des sauts dans le temps incessants, des mystères gardés si longtemps qu'on en oublie même pourquoi ils étaient censés être importants, et bien sûr des pièges de plus en plus graphiques ou au contraire trop anecdotiques. Globalement, ces 4 derniers films, oui, ils vont au bout d'une histoire, mais cette histoire est pas si intéressante. C'est un peu le même syndrome que dans Death Note. Pour ceux qui le savent, à la moitié de Death Note, un certain événement arrive et aurait pu et dû, selon les auteurs, conclure l'histoire. Mais ce n'était pas une fin assez classique et satisfaisante pour les éditeurs, ce qui a conduit à une deuxième partie beaucoup moins inspirée et une conclusion plus convenue. Ici, c'est un peu pareil. Je trouve la fin du 3e film vraiment audacieuse, mais la machine à fric était engagée et il a fallu continuer l'intrigue. Saw 4 et 5 sont souvent décrits comme les ventres mous de la série, à tel point qu'on n'est même plus certain de quels événements se passent dans quel film. Saw 6 gagnera un peu plus d'estime, notamment grâce à sa critique sous-jacente du système de santé et d'assurance américain. When people come to us for coverage, we have to analyze each person for the probability of success. So in a sense, you choose who lives or dies. Malheureusement, la saga ne s'en ira pas sur une bonne note. Saw 7, aussi appelé Saw 3D ou Saw chapitre final, spoiler, c'est pas vraiment le dernier, est le plus détesté de tous. Déjà, vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit sur le côté artisanal? Bah oubliez, parce qu'il n'y a pas 3D dans le titre pour rien. Ce film c'est des giclées de sang numérique, rosâtre, des effets de profondeur dégueulasses et des effets 3D qui étaient déjà fatigués à l'époque. Et accessoirement, on suit des personnages détestables dont on se fout de savoir s'ils vont survivre ou non. Ah, et je pense que quelqu'un dans l'équipe devait être en plein divorce parce que les femmes prennent injustement cher dans ce film. Même un caméo du regretté Chester Bennington n'aura pas sauvé ce film. Bon, je sais que pour une réhabilitation, j'ai l'air de dire beaucoup de négatifs, mais il faut rester objectif. J'ai beaucoup de tendresse pour tous les films Saw, même le 7. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un énorme ventre mou et un final assez bancal. Et pour moi, une des grosses raisons à ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de protagoniste à suivre tout du long. Alors certes, ça peut participer à une perte de repères, à ne plus savoir qui va survivre ou non, mais surtout, ça nous détache de l'histoire. On regarde les personnages entremêler leur destin sans en avoir vraiment quelque chose à foutre. Le personnage qui porte Saw, c'est John Kramer. Et il est, pour des raisons liées à l'intrigue, beaucoup plus en retrait à partir du 4e opus. À partir de Saw 4, c'est plus son histoire, c'est l'histoire des personnages qui gravitent autour de lui. Alors que c'est lui qui alimente cette aura de mystère, c'est lui dont on veut comprendre l'esprit tordu, c'est lui dont on veut voir jusqu'à quel extrême il ira. C'est lui, la pièce maîtresse du puzzle. Et après 7 ans sans pause, Saw entre en hibernation. Jusqu'à 2017 où sort Jigsaw, un film qui se veut être une sorte de reboot mais qui reste assez oubliable et incohérent. Puis Spiral en 2021, une espèce de spin-off avec Chris Rock qui se croise sur un de ses stand-up. Who the fuck is nicer than Forrest Gump? His best friend was a nigga and a white boy with no legs. Et Nick Fury, Samuel L. Jackson, qui est beaucoup trop bien pour être dans ce film. You wanna play games, motherfucker? Avec tout ça, on pourrait se dire qu'il faut laisser mourir la franchise une bonne fois pour toutes. Et pourtant, en 2023 est sorti Saw 10. Ou Saw X, apparemment c'est comme ça qu'il faut dire. Presque 20 ans après le premier volet, avec un Tobin Bell octogénaire toujours aussi dévoué au rôle et une intrigue enfin recentrée sur Jigsaw. Et ça n'a pas manqué, le film a eu des retours très positifs, comme si la franchise avait finalement montré sa volonté de vivre. Mais à quel moment le 10e opus d'une saga d'horreur est considéré comme bon? Ça montre la force d'un personnage aussi intéressant à explorer que Jigsaw. C'est un film qui nous met du côté de John Kramer et qui va explorer un pan de son histoire et de sa psyché, avec toujours cette pensée légèrement dérangeante qu'on comprend ses intentions sans forcément approuver ses méthodes. Ce n'est pas la première fois qu'une suite choisit de mettre un antagoniste en tant que héros, mais c'est une mécanique difficile à doser et qui peut rapidement tomber dans le mauvais goût et le voyeurisme. C'est aussi un opus rafraîchissant avec des scènes plus contemplatives en extérieur, sur des décors enfin stylés, et un final en huis clos cauchemardesque avec des pièges simples et efficaces. Après le succès surprise de Saw X, un 11e film a été annoncé, et même si j'ai personnellement toujours des doutes sur ce qu'il reste à raconter, j'espère qu'on aura à nouveau droit à une bonne surprise. Vous l'avez compris, la saga Saw n'est pas exemple de tout défaut, loin de là, mais elle ne mérite pas cette étiquette de roi du torture porn. La série s'oriente bien plus vers le thriller et se compare en ce sens à d'autres films qui ont une meilleure réputation comme Seven ou Cube. Des films assez graphiques et violents mais qui n'ont pas que ça à offrir. En contrepartie, un film où le gore est surtout utilisé comme attraction et qui est contemporain à Saw, c'est Hostel. Oui, ça nous a tous amusés quand on était plus jeunes, on se croyait edgy, mais là pour le coup la violence est beaucoup plus décomplexée. La violence dans la fiction c'est pas bien ou mal, c'est comme les jumpscares, c'est un outil qui bien utilisé sert un propos.
Ici, la violence met l'accent sur la fragilité de notre vie, à quel point notre corps peut être un rempart bien fragile entre nous et la mort. D'autre part, la violence permet bien évidemment d'observer l'esprit humain poussé dans ses derniers retranchements. Si derrière notre écran on se recroqueville devant ces scènes d'amputation et de démembrement, c'est parce que fatalement on s'identifie. On se demande, mais qu'est-ce que je ferais à la place de ce personnage? Et c'est en ça que pour moi, Saw est plus effrayant que beaucoup de films d'horreur plus classiques. C'est de l'horreur purement réelle, purement humaine. Là, comme ça, je me dis qu'un mec assez déter et riche peut très bien commettre ce genre d'atrocité. Et on va pas se mentir, c'est sûrement déjà le cas dans des recoins très sombres de notre monde. On en a une très belle représentation avec le genre du Death Game qui a récemment été mis en lumière par Squid Game et Alice in Borderlands, ou un peu moins connu, le manga Kaiji. Lisez Kaiji, c'est bien. Et ce genre, il tire clairement certains de ces traits modernes de Saw. Autre discipline très populaire sur laquelle Saw a sûrement eu beaucoup d'influence, les escape games. Ah bah le premier film c'est littéralement un escape game. Ils doivent écouter des enregistrements, décoder des messages, trouver des clés dans le but de s'enfuir d'une pièce, oser me contredire. En plus la démocratisation des escape games est arrivée comme par hasard en plein milieu de la saga. Saw c'est aussi une iconographie hyper forte. Que ce soit les pièges cultes comme le piège à ours inversé, Billy la marionnette qui a été parodié un nombre incalculable de fois, le thème principal qui est, je vais dire le mot, une masterclass, ou encore les répliques gravées dans l'inconscient collectif. I want to play a game. Donc si vous ne l'avez jamais fait, donnez une chance à la saga Saw. Au moins le premier qui est aujourd'hui encore un thriller efficace, qui a ce petit charme artisanal et qui a donné naissance à l'un des personnages les plus intéressants du cinéma d'horreur. Et même si ces méthodes ne sont pas les plus citoyennes qui soient, le message de Jigsaw lui n'est pas dénué de sens. La vie est là, on est là, alors autant en prendre soin. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Bonjour chers viewers, on va jouer à un jeu. Pendant tout ce temps, vous avez regardé les vidéos sans être abonné, causant le malheur du propriétaire de cette chaîne. Aujourd'hui, je vous offre une chance de vous racheter. Appuyez sur le bouton pour vous abonner. Sinon... Bon ok, vous êtes pas obligé, mais ce serait sympa quand même. À vous de choisir.